Bonjour à tous, merci beaucoup de nous accueillir ce soir pour discuter avec quel succès des questions économiques et financières. Pourtant, ce n'est pas forcément un sujet qui paraît au premier abord très doux ou très passionnant. Il est vrai que nous sommes aidés par l'actualité en ce moment. Ce soir, ce dont je voulais vous parler à vous étudiants, à vous qui allez sans doute dans peu de temps avoir à aller à la rencontre des entreprises pour rentrer sur le marché du travail. Ce dont je voulais vous parler, c'était la façon dont vous pourriez utiliser tout ce que vous avez appris à Audencia, mais aussi tout ce que vous savez par vos lectures quotidiennes de la presse ou vos lectures plus approfondies de livres, des questions économiques et financières. Alors pourquoi ? Parce que nous vivons... Alors, je préviens quand même sur ce transparent, il y a... Voilà, non, c'est bon. Il y avait une version ancienne où il y avait une terrible faute de grammaire. J'étais terrorisée à l'idée de devoir arriver le transparent, mais c'est bon, ça a été corrigé. Nous vivons dans un monde où l'information économique et financière sature totalement l'espace public. Alors, je vous demande de faire l'expérience dans les jours qui viennent, que vous soyez adepte d'une radio ou d'un journal ou quoi que ce soit, vous tentez de trouver un flash radio ou un journal, quel qu'il soit, qui ne traite pas d'un chiffre économique ou financier dans les 5 jours qui viennent. C'est impossible. Voilà. Il y a des tas de flash télé, de flash radio où vous n'entendrez pas forcément parler de la situation internationale, où vous n'entendrez pas forcément parler, quoique, des questions sportives. En revanche, trouver un message journalistique à travers un journal qui ne traite pas des questions économiques et financières, c'est absolument impossible actuellement. Nous vivons baignés dans des informations soit économiques, soit financières, soit les deux, en permanence. Et ça pose un problème, parce que vous allez voir, sur les quelques exemples que j'ai choisis ce soir, vous allez voir que vous n'avez pas forcément en tête tous les éléments pour comprendre ce que signifie véritablement cette information. Alors, encore une fois, j'ai l'occasion de discuter avec vous de ces questions-là à un moment assez particulier où non seulement on ne parle que de ça, mais j'ai envie de dire c'est la une, pour le coup, actuellement, des questions qu'on se pose du fait de la crise financière internationale. Mais le raisonnement qu'on aura ce soir, c'est un raisonnement que vous pourrez reprendre, y compris à des périodes où la situation économique est nettement moins en pointe. En fait, il n'y a aucun moment de blanc dans le discours économique et dans le débat économique. Et c'est pour cela qu'il est vraiment important que vous, quand vous allez discuter de ça, vous puissiez non seulement vous interroger sur ce dont vous parlez, mais également que vous puissiez montrer que vous avez réfléchi à ces questions. Alors pourquoi on parle autant d'économie et de finance en permanence ? Il y a 2 raisons, et je vais en rajouter une troisième d'ailleurs. Il y a deux raisons classiques, c'est que en fait, dans un métier, quel que soit le métier, vous avez toujours au moins la question de savoir ce que vous allez faire au sein d'une entreprise en termes d'investissement, en termes d'évolution. Et vous avez souvent aussi la question de savoir où en est votre marché, où en est l'évolution de la demande de votre entreprise, que vous soyez exportateur, que vous soyez fixé sur le marché domestique, et même que vous travaillez dans un milieu public, une collectivité locale. Elle a besoin de savoir, par exemple, quelle va être la fréquentation, je sais pas moi, typiquement de la NPE pour pouvoir bien gérer ses finances. Donc, vous avez au sein des métiers quelque chose qui en permanence doit être utilisé pour vous permettre de prendre des décisions. C'est d'autant plus vrai si vous êtes sur des métiers financiers. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dans votre vie d'être présent dans une salle de marché le vendredi à 14h30 ou 15h30, ça dépend des moments, au moment où les statistiques économiques américaines tombent. C'est une folie incroyable. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 secondes, des informations qui, pour le coup, paraissent totalement anodines, vont faire bouger toutes les courbes et tout le monde est en plein sur ces événements-là. Il y a une troisième raison qui fait que l'information économique et financière est importante. C'est une raison beaucoup plus citoyenne. On est évidemment dans une démocratie où le débat de politique économique est en permanence présent.
Et vous êtes invité en tant que citoyen, en tant que responsable de votre vote, à réfléchir à ces questions-là et à vous interroger en permanence pour savoir est-ce que je suis d'accord, pas d'accord avec les propositions de politique économique par rapport à une certaine situation économique. Tout ça mélangé, position de l'entreprise, utilisation directement sur des aspects financiers, sur des métiers financiers, et puis dimension citoyenne, fait que votre connaissance économique et financière est abreuvée en permanence par des informations, des chiffres et des débats. Il y a un autre élément particulièrement compliqué sur l'économie économique et financière, encore plus actuellement, encore une fois, c'est que c'est à la croisée de beaucoup de disciplines que vous avez croisées ou pas dans vos cursus respectifs. Vous avez évidemment une dimension statistique. Toute information économique est accompagnée d'un chiffre. Et un chiffre, c'est pas facile à lire. Et un chiffre, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, sur lequel il faut réfléchir pour véritablement saisir la signification d'un chiffre. Donc la statistique, c'est quelque chose qui est au cœur du débat économique et financier. Vous avez aussi, évidemment, l'économie. Donc ça, microéconomie, macroéconomie, des tas de raisonnements plus ou moins théoriques sur l'économie. Vous avez la sociologie, c'est-à-dire que vous avez la dimension sociale à prendre en compte pour commenter des événements économiques et financiers. On va voir encore une fois quelques exemples ce soir. Et puis, vous, en tant que futur cadre, vous allez avoir à utiliser peu à peu cette information économique pour d'abord l'appliquer dans vos premières expériences professionnelles et puis peu à peu pour prendre des décisions. Et vous verrez que plus vous aurez à prendre des décisions pour une entité économique et plus vous aurez besoin de comprendre en profondeur la raison pour laquelle on vous parle dans la presse de crise financière, de montée du chômage, etc. C'est quelque chose qui va être de plus en plus un besoin. Ce qui n'est pas forcément immédiat quand vous commencez à travailler va le devenir au fur et à mesure que vous allez avoir à prendre des responsabilités plus importantes. Alors ce soir, je vais vous développer ces idées-là à travers deux grands exemples actuels, la question de la crise financière et puis la question peut-être plus transversale, plus générale et à mon avis, malgré tout, plus importante, qui est la question de la croissance économique de la France. La crise financière, vous en entendez parler nuit et jour en ce moment, avec des chiffres qui paraissent faramineux, des mouvements de panique qui paraissent assez obscurs. Il n'est pas certain que tout le déroulement amont par lequel on est arrivé où on est arrivé, soit totalement clair. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit point là-dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. La crise financière, elle a démarré il y a 1 an et 3 mois maintenant, aux États-Unis, quand la banque Bear Stearns, enfin certains fonds de la banque Bear Stearns, ont déclaré faillite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que cette banque détenait des produits, des actifs financiers, qui en fait n'avaient plus brusquement la valeur qu'elle estimait que ces produits avaient auparavant. Ces produits étaient liés à ce qu'on appelle des prêts hypothécaires subprimes. Alors, qu'est-ce que c'était ? C'était en fait des prêts accordés à des ménages, à des particuliers, pour acheter leur maison. Et ces prêts étaient particulièrement compliqués parce qu'ils avaient des techniques de remboursement subprime, c'est-à-dire avec une prime finale qui structurait le prêt de façon particulière. Deuxième spécificité de ces prêts, c'est qu'ils avaient été accordés à une clientèle qui ne pouvait pas bénéficier des prêts classiques. C'est-à-dire que c'était justement les gens qui n'arrivaient pas à obtenir des crédits auprès des banques classiques qui avaient eu recours à ces prêts hypothécaires subprimes. La situation était, du fait d'une bulle immobilière aux États-Unis, était arrivée à la chose suivante, c'est que le ratio d'endettement sur revenus disponibles, c'est-à-dire tous les revenus des ménages qui recouraient à ces prêts, était en train de dépasser 55%. C'est-à-dire que vous aviez plus de la moitié des revenus de vos ménages qui